Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire ce soir, le bilan d'un premier mois de l'année qui aura été chaotique sur les marchés. C'est le moins qu'on puisse dire. La volatilité s'est installée et peut-être pour durer avec, bien sûr, toujours ce risque de surprise à la hausse sur l'inflation. On le voit avec les premiers chiffres qui ont été publiés pour l'Allemagne, en l'occurrence pour le mois de janvier, avec une inflation qui se maintient au-delà de 5% sur un an pour l'inflation globale en Allemagne au mois de janvier, avec un effet énergie, prix du pétrole, qui compense notamment les effets de comparaison liés notamment à la TVA, un sujet spécifique en Allemagne. Et donc on a encore cette inflation en zone euro qui surprend à la hausse et qui surprendra sans doute pour l'ensemble de la zone euro. Le chiffre sera publié cette semaine au moment de la réunion de la Banque Centrale Européenne qui se tiendra ce jeudi, après celle de la réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine dernière. Ça reste donc le sujet de préoccupation majeure des marchés et des investisseurs, avec des marchés actions qui restent volatiles, nerveux, et un CAC 40 qui tourne autour des 7000 points et qui va essayer de terminer positivement cette dernière séance du mois de janvier. Nous reviendrons également avec nos invités de Planète Marché sur le dossier Orpea, avec une crise profonde, une crise de gouvernance désormais qui vient s'ajouter à la controverse majeure à laquelle fait face le groupe depuis la semaine dernière. Le titre Orpea qui reste plombé autour de 38 € encore aujourd'hui, avec une baisse de 7-8% et un rebond qui a été avorté donc après un début de séance positif. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on reviendra sur les enjeux climatiques, le défi climatique et comment est-ce que la finance peut s'aligner sur la trajectoire recommandée par le GIEC et les accords de Paris. Vous savez que bon nombre de fonds, actions notamment, ne sont pas alignés sur la trajectoire fortement recommandée par le GIEC d'1,5 degré. Nous en parlerons avec l'associé fondateur d'Atlas Responsible Investors, Quentin Dumortier, qui sera avec nous en plateau à 17h45. Fin de séance positive sur les marchés européens en cette dernière séance du mois de janvier. Les infos clés du jour avec Alix Nguyen. Prudence et pas de tendance pour la plupart des places européennes. Pour le CAC, le mois de janvier s'avère être le plus mauvais depuis septembre, avec une baisse de l'ordre de 2%. Si ce matin l'indice parisien tentait un rebond après le retournement haussier de Wall Street vendredi, eh bien celui-ci n'aura pas duré. La tendance s'est inversée après l'annonce d'une croissance de seulement 0,3% du PIB de la zone euro au 4e trimestre. La bourse de Francfort se démarque et avance légèrement grâce au repli de l'inflation annuelle en Allemagne pour le mois de janvier. Elle est estimée à plus 4,9%. Et puis la bourse de Milan tire aussi son épingle du jeu sous l'effet de la réélection surprise de Sergio Mattarella à la présidence de la République. Elle permet à Mario Draghi de se maintenir à la présidence du Conseil. Wall Street de son côté commence la séance tout en contraste au terme d'un mois pour le moins chahuté. Et puis s'agissant des publications d'entreprises, la semaine s'annonce chargée de part et d'autre de l'Atlantique. On attend celle d'Alphabet, Amazon et Meta. Et du côté du CAC, il y aura Dassault Systèmes, Publicis, Sanofi et Vinci. Sur le plan géopolitique, l'inquiétude imprègne toujours le marché. D'après le département américain de la Défense, Moscou a concentré des troupes supplémentaires à sa frontière avec l'Ukraine. Et selon le Financial Times, l'administration Biden envisage, en coordination avec certains alliés, d'imposer des sanctions financières à l'encontre du cercle rapproché de Vladimir Poutine en cas d'invasion de l'Ukraine. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a été convoquée aujourd'hui à la demande de Washington et d'intimer ainsi la Russie à expliquer ses mouvements de troupes. Moscou a déjà qualifié cette réunion de farce diplomatique. Le principal rendez-vous de la semaine sera celui de la réunion de politique monétaire de la BCE jeudi. Il ne devrait pas donner lieu à des annonces majeures. Sur le plan des valeurs à suivre au niveau européen, le stock 600 de la technologie signe la meilleure
meilleures performances sectorielles. Dassault Systèmes et ST Microelectronics avancent dans le vert. À l'inverse, Casino chute après avoir baissé son estimation d'EBITDA pour ses enseignes de distribution en France en 2021. Le groupe dit aussi anticiper un repli de cet indicateur. Dans son sillage, Carrefour recule. Et puis en hausse ce matin, Orpea recule désormais. La semaine dernière, il chutait de plus de 48%. Yves Leman a été relevé hier de ses fonctions de directeur général du groupe Orpea. Pour rappel, dans Les Fossoyeurs, un livre enquête publié la semaine dernière, il est accusé d'avoir mis en place un système de maltraitance des résidents de ces EHPAD avec pour objectif d'améliorer sa rentabilité. Il est remplacé par Philippe Charrier. Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Prévost est avec nous ce soir, directeur général de la Financière Responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management, et David Belloc à nos côtés également ce soir. Bonsoir David. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez Mirova. Le sujet reste évidemment celui de l'inflation et des stratégies des différentes banques centrales. La Fed en premier lieu. Je commence avec vous, David. On aura la BCE et la Banque d'Angleterre cette semaine, mais la réunion de la Fed la semaine dernière est dans tous les esprits encore aujourd'hui, avec alors une dispersion en matière d'anticipation de la remontée des taux américains qui est quand même très très forte. Je voyais le président de la Fed d'Atlanta, Bostic, qui nous dit que son scénario de base reste celui de 3 hausses de taux cette année pour la Réserve fédérale américaine. Et puis à l'autre bout du spectre, on a, je crois, de mémoire, BofA dans les grandes banques américaines de Wall Street qui vont jusqu'à 7 hausses de taux au cours de 2022, c'est-à-dire une à chaque meeting à partir d'aujourd'hui, à commencer par le mois de mars, bien sûr. Et puis après, il y a des combinaisons, c'est-à-dire savoir est-ce qu'il faut faire d'abord 50 points de base en mars et puis peut-être un peu moins de hausse de taux de 25 points de base derrière. Bref, il y a un échantillon quand même très très large. Et donc, je voulais savoir comment vous vous situez par rapport à ça chez Mirova, mais déjà comment vous raisonnez par rapport à la situation actuelle et par rapport au dernier discours de Jérôme Powell. Alors, je dirais qu'il y a même une troisième combinaison qui est le quantitative tightening, en fait. Savoir s'ils vont commencer dès juin, juillet. Donc le bilan, vous voulez dire, hein, oui, la réduction du bilan. La réduction du bilan. Avec quelle amplitude? 100 milliards? Est-ce que c'est une target de 1500 milliards de réduction, horizon fin 2023? Toutes sortes d'études sur le sujet qui montrent qu'une réduction du bilan, simplement ne réinvestissant pas les obligations qui arrivent à échéance, sans vendre d'actifs, pourrait elle-même correspondre à un resserrement monétaire de l'ordre de 25 à 50 centimes également. Donc voilà, on peut ajouter aussi cette dimension. Alors, clairement, la Fed a semé le trouble, non pas trop au niveau du communiqué, qui était finalement assez en ligne avec les attentes. Donc, elle a acté le fait que l'inflation est effectivement plus diffuse, plus prégnante, qu'il y avait effectivement l'inflation salariale à regarder de très très près. Mais plus au niveau du communiqué, de la conférence de presse en fait de Powell après, qui a laissé le marché assez dubitatif et toute interprétation possible. Oui, c'est ça. Donc, il n'exclut rien, donc tout devient possible. Et tout devient possible, voilà. C'est nouveau comme situation, ça. C'est nouveau et ça marque à la fois l'incertitude et à la fois la difficulté pour la Fed de naviguer chiffre après chiffre dans cet environnement où finalement on se rend compte que l'inflation salariale est quand même assez forte, l'ordre de 5% annualisé. Même si elle se concentre sur des bas salaires et qu'on n'a pas encore de boucle salaire-prix, il y a un sujet. On a 5 millions d'Américains qui ont quitté le marché du travail, donc un taux de participation qui est toujours faible, avec une demande forte, donc toujours une pression sur les salaires et difficile d'imaginer que ça se calme tout de suite. Et on a aussi une pression politique très très forte sur les bras de Biden, puisqu'il y a une perte de pouvoir d'achat des Américains. Donc augmenter les salaires, mais si c'est pour ensuite subir la hausse des prix des biens et perdre en pouvoir d'achat, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Donc l'idée, c'est essayer de normaliser tout ça, et avec un prix d'énergie qui reste très très volatile, un crude à plus de $90.
et des chaînes d'approvisionnement, par contre, qui commencent à se normaliser. Donc, nous, notre scénario chez Mirova par rapport à ça, c'est de dire qu'on joue depuis le début une hausse graduelle des taux. Voilà. Là, elle était assez violente. On a eu 40 BP de hausse des taux en quelques semaines. Et ce n'est pas trop les hausses de taux monétaires, je pense, qui ont impacté ce mouvement de marché. C'est plus une chose que le marché n'attendait pas, pour le coup, c'est commencer à évoquer la fameuse réduction de bilan. Ouais. Réduction de bilan de la Fed. Le marché attendait fin 2022, début 2023. Là, on commence à voir ça arriver à grands pas. Et je pense que ça a été ça le vrai déclencheur sur la hausse des taux réels. Est-ce que c'est un outil, la réduction du bilan, là, qui peut prendre beaucoup plus d'importance que ce qu'on imagine dans la stratégie de normalisation de la Fed ? Elle est 9 000 milliards de bilan. Je pense qu'il faut évidemment qu'elle réduise. Donc, je pense qu'elle prendra son temps. Et je pense qu'y compris au niveau des hausses de taux, à mon avis, pricer 7 hausses de taux et une réduction de bilan dès le mois de juin me semble quand même assez au quiche. Vous dites qu'il se passerait quelque chose avant que la Fed puisse délivrer cette hausse de taux en réduisant son bilan. Je pense que la Fed a une fenêtre de tir. La croissance quand même est assez robuste aux US. Le consommateur là, a été pénalisé par Omicron, mais enfin, on voit qu'il y a une réserve d'épargne de 5-6 points de PIB. On a des capex très solides et un investissement en société. Bon, on a par contre une relance budgétaire qui est clairement un drag fiscal, c'est-à-dire là pour le coup un impact négatif de PIB, mais globalement la croissance réelle attendue aux US, de l'ordre de 3,5-4%, c'est tout à fait jouable sur 2022. Donc là il y a une fenêtre de tir pour normaliser, donc tapering ça c'est évident, hausse des taux, et on commence à parler de réduction de bilan. Price, c'est 7 hausses de taux plus une réduction de bilan, c'est une boucle salaire-prix hors de contrôle qui n'est clairement pas notre scénario central chez Mirova. Ouais. Pierre, comment vous raisonnez par rapport, alors encore une fois, aux derniers éléments d'information, la semaine dernière en l'occurrence avec la conférence de presse de Jérôme Powell. Et moi, ce qui m'intéresse, je trouve que ça en dit beaucoup de la manière dont la Fed a évolué par rapport à la Fed qu'on connaissait sur le cycle précédent, c'est ce débat qui est ouvert sur l'idée d'une première hausse de taux de 50 points de base. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça dans les cycles précédents. La Fed, la philosophie de la Fed que la Fed a bâtie depuis des années était justement d'être la plus prévisible possible, la plus graduelle, la moins dure, la moins choquante vis-à-vis des marchés. Et là, on a l'impression d'un logiciel, alors qui nous ramène peut-être à des temps anciens que moi-même je n'ai pas connus, mais d'un logiciel qui est peut-être en train de changer beaucoup plus radicalement que ce qu'on pense. Alors, nous, ce qu'on croit, c'est vraiment que la fenêtre de tir est effectivement idéale. C'est qu'on a vraiment une croissance économique très forte, une inflation aussi très forte qui a dû surprendre les membres de la Fed, puisqu'on parlait d'inflation temporaire et qui est de moins en moins temporaire. Ça s'est encore aggravé sur le front de l'inflation depuis le meeting de décembre. Voilà ce que disait la semaine dernière Jérôme Powell. Oui, et ça, en fait, c'est quand même un des mandats de la Fed. On a le plein emploi aux États-Unis, puisqu'on a moins de 4% de chômage, avec effectivement beaucoup de gens qui refusent de travailler, qui se disent qu'il y a une opportunité d'arbitrage en fait en quittant son emploi pour en retrouver un autre mieux payé. On a une croissance très forte et une inflation qui n'est plus temporaire. Donc, effectivement, la Fed a tout lieu de pouvoir mettre en place une politique plutôt au quiche et donc de réduire à la fois son bilan possiblement entre juin et décembre, et de remonter les taux d'intérêt. En tout cas, la voie, elle est fixée. Alors, est-ce que c'est 25, 50 ? Est-ce que c'est véritablement l'important ? Oui. Nous, on ne croit pas vraiment. Je suis d'accord que 2 fois 25, ça fait 50, mais c'est pas la même histoire, j'ai l'impression, quand même, de commencer par 50 que de commencer par 25. Alors, moi, je pense que ça va dépendre des anticipations d'inflation. Et les anticipations d'inflation, donc ce qui est pricé dans le marché, sont quand même relativement faibles sur 10 ans, un peu élevées sur 2 ans, mais quand bien même, on voit que le marché ne croit pas du tout à un emballement de l'inflation. Et justement, on verra en mars où on se situera sur ces anticipations d'inflation. Mais si on reste entre 2 et 2,30, je pense qu'elle fera 0,25. Si elle fait 0,50, c'est un petit peu un mouvement que j'aime bien appeler à la Jean-Claude Trichet. C'est pour réancrer les anticipations d'inflation et dire, en fait, le vrai sujet, c'est l'inflation et on sera là pour la combattre coûte que coûte. En même temps, on sait qu'il va y avoir des hausses de taux, on sait que l'économie américaine est de plus en plus auto-entretenue, et donc ça ne nous semble pas un facteur très déraillant
sur les marchés, même si on a vu que le mois de janvier était parfois cataclysmique et parfois très bon, avec une dichotomie totale entre l'Europe et les États-Unis, même sur les mêmes secteurs. C'est-à-dire que vous voyez les bancaires aux États-Unis ne se comportent pas du tout de la même manière que les bancaires en Europe. Ce qui est un peu interrogeant, c'est que les chiffres d'inflation américains sont pris en Europe comme un indicateur avancé des futures hausses de taux de la BCE. Et ça, c'est vraiment déroutant. Donc on a un marché qui est un peu cassé, on a une courbe des taux américaine qui a du mal, encore une fois, à s'équilibrer, puisque le 2 ans a très fortement remonté, le 10 ans a des périodes de saut entre 1,60 et 1,80, le 30 ans fait quasiment rien. Et donc, cette courbe de taux a vraiment du mal à gérer justement l'action de la Fed et ce qui va se passer sur l'inflation. Problème, c'est qu'en Europe, on est piloté beaucoup plus par la courbe des taux américaine que par la courbe des taux européens. Ça reste une énigme. On verra comment Christine Lagarde apporte peut-être un peu de clarté sur le plan européen dans l'analyse que la BCE fait de l'inflation, qui va encore surprendre à la hausse, sans doute, là, en ce début d'année 2022, et l'idée dans le marché que la BCE, à son tour, peut-être, montera les taux plus vite que ce qu'elle ne dit aujourd'hui. C'est ça l'enjeu pour Christine Lagarde jeudi, toujours. Ouais, alors, le problème, je pense que l'enjeu pour Christine Lagarde, c'est de faire comprendre qu'on n'est pas à 7% d'inflation avec une boucle prix-salaire qui s'emballe. Voilà, et qu'on a des métriques économiques qui sont loin d'être aussi flamboyantes que de l'autre côté de l'Atlantique. Mais on a un taux de dépôt à moins 0,50. Le marché, dans son ensemble, et le marché action, même plus précisément, Stéphane, dans le sillage de l'analyse, de l'évaluation des politiques monétaires, des stratégies des banques centrales, comment vous regardez déjà les mouvements du mois de janvier, qui ont été d'une violence parfois historique, sous certaines métriques? Oui, très compliqué, le mois de janvier. Un marché perdu, en fin de compte. Et je souscris à ce qui vient juste d'être dit sur les différences de performance sectorielles entre les États-Unis et l'Europe. Donc il y avait vraiment un problème de cohérence. Je crois que la Fed, elle a tout simplement jeté un voile d'incertitude très fort sur un calendrier. Là où on était jusqu'à présent dans des forward guidance très, très clairs, plutôt assez limités, il y avait quand même ces dernières années assez peu de surprises. Et puis d'un seul coup, le débat qu'il y a eu entre vous dans les minutes précédentes montre bien l'amplitude des opinions et des perceptions qu'on peut avoir, ce qui veut dire volatilité. Mais je trouve que quand même, depuis décembre, la bonne nouvelle, c'était que la Fed montre qu'elle se préoccupe de l'inflation. Parce que si on n'avait pas eu ce type de message de durcissement, je pense que la situation sur les marchés aurait été bien pire. Très, très clairement. Alors maintenant, dans la situation actuelle, moi, je pense que le marché est un peu perdu parce que quand on regarde finalement l'évolution des taux depuis les annonces de la Fed, ils ont remonté un peu, mais pas tant que ça. Et si on regarde les taux courts notamment, je dirais que la courbe est assez plate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dirait que le marché price une récession. Or, quand on regarde quand même les éléments macroéconomiques, on n'est pas dans cette thématique-là. Et pourtant, si on regarde boursièrement ce qui s'est passé, valeurs de qualité, valeurs résilientes, valeurs de croissance qui se sont fait quand même assez attaquer par rapport aux valeurs plus cycliques ou la value. Donc la volatilité, elle a plutôt été en faveur des dossiers plutôt risqués. Il n'y a pas une lecture fondamentale évidente. Bien sûr, il y avait des multiples de valorisation qui étaient plus élevés. On sortait de bons exercices. Peut-être que il fallait reprendre un peu. Mais c'est important, Stéphane. Vous dites, en tout cas, dans le marché action, pour l'instant, il y a un sujet de valorisation. Mais il n'y a pas d'inquiétude sur... Clairement, puisque l'élastique a été tendu, mais il n'y a pas eu... dans un autre... mais ce qui pose problème au marché action, c'est la valorisation d'une partie, justement, du marché action. À plus de 30 fois le PE, ça devient compliqué. Mais vous dites, il n'y a pas de signal d'inquiétude fondamentale sur la croissance. Écoutez, quand on écoute nos économistes et les économistes d'une façon générale, on n'est pas dans ce scénario-là. Alors, par contre, ce qui a clairement... je pense, dans le mouvement du marché, ça a été des craintes par rapport à l'impact de l'inflation sur les résultats. Et on a vu d'ailleurs que dès que certains résultats sont sortis, comme Microsoft, comme Louis Vuitton, etc., quand il y avait du pricing power, il y a eu un petit effet où finalement ça rassure un peu. Et donc je pense qu'il y a eu ce mélange de problématiques d'anticipation, cette volatilité autour de craintes et de risques qui peuvent être à un moment exacerbées, exagérées sur une thématique.
aussi le risque géopolitique qui est dans le marché depuis 2 semaines, dont on parle tous les jours. Donc ce cocktail-là a amené quand même une dissymétrie et des distorsions de valorisation et de performance sectorielle. Et plutôt en faveur des actifs qui vont peut-être un peu mécaniquement bénéficier de la remontée des taux, tels que les banques, l'assurance et les valeurs très en retard. Mais encore faudra-t-il que dans les mois qui viennent, ça permette de justifier la hausse des cours et le niveau de cours et les multiples que là, on aura sur ces secteurs. Donc un mois où on se fait très volatile, qui est plutôt un mois un peu compliqué, par exemple, pour les gestions qualité et croissance, très clairement. Ouais. Oui, des écarts de plus 15, moins 15 déjà entre ces différents styles et ces différents groupes de valeurs, on va dire. Mais à ce stade, on ne voit pas encore par rapport à l'inflation. Alors, elle est quand même moins forte en Europe, ça a été dit. Le chômage est aussi quand même plus élevé, beaucoup plus élevé en Europe. À ce stade, on ne voit pas de signe encore récessif ou de rupture de phénomènes de demande dans les entreprises. On voit des impacts de coûts, notamment au niveau salarial, sur certaines activités, mais pour l'instant, on ne voit pas de dégradation, de détérioration des résultats. Donc, je pense que pour les 11 mois qui restent dans l'année, ce qui va être intéressant, c'est justement à partir du stock picking, la sélection de valeur, de rester sur les sociétés qui ont cette agilité, cette capacité à passer ces hausses de prix, ces hausses de coûts, et de maintenir quand même une trajectoire de croissance assez forte. Et l'Europe, là-dessus, est peut-être plus safe haven que les États-Unis. Mais aujourd'hui, je ne vois pas de risque encore de récession aux États-Unis, etc. Mais il est vrai que la géopolitique, là-dessus, clairement, s'il y a un problème avec la Russie, on peut se poser des questions sur les anticipations que peut avoir le marché, sur les prix du gaz notamment, le prix de l'énergie qui pourrait flamber, et ça peut casser de la croissance. Ça peut coûter, en admettant qu'on a un baril de pétrole qui monte à $130, j'ai vu quelques études qui montraient que ça peut enlever 1 point, 2 points oui, ça peut aller très vite, croissance. l'effet récessif. Ça peut aller vite. Donc on comprend les craintes à un moment donné, mais... Justement, la question, David, c'est à partir de quand on va s'inquiéter pour la croissance économique ? Parce que là, effectivement, le sujet, c'est l'inflation. On voit bien que les surprises sont encore plutôt orientées à la hausse, au moins pour quelques mois. Dans le même temps, je regarde les modèles d'évaluation économique en temps réel, par exemple, de la croissance américaine, le GDP Now d'Atlanta. Il nous dit, pour l'instant, on est parti pour faire 0 au premier trimestre. Venant de, on a fait quoi ? Plus 6,5%, 7% annualisé au quatrième trimestre. Oui, mais est-ce que ce premier trimestre, ce sera quand même aussi à un moment l'idée qu'on risque d'avoir déception sur le chemin de croissance aux États-Unis cette année? Est-ce que c'est un risque à avoir en tête? Et se retrouver dans une situation où on serait déçu par la croissance avec une inflation qui momentanément resterait encore très élevée, qu'est-ce que ça peut impliquer effectivement dans le marché le risque de stagflation. Ou perçu comme tel, j'en sais rien, parce qu'avec 4% de croissance, même ou 3,5 ou 3% de croissance, je crois que Goldman a déjà révisé à 3,2 la croissance américaine de 2022, venant de 3,8. Même 3 points de croissance, c'est pas l'idée d'une stagnation, tout à fait. Mais je pense que là, c'est beaucoup trop tôt pour commencer à parler de stagflation. En 2 mots, le mois de janvier. Effectivement, on a baissé de 3 à 4% sur les marchés européens, 10% par rapport au plus haut sur les marchés US, 15% sur le Nasdaq. Je pense que c'est quand même avant tout une correction des excès de fin d'année dernière. C'est pas une inquiétude sur la croissance, là, ce que vous... En partie. Mais je pense qu'il y a quand même une forte composante, ne serait-ce qu'au niveau des valeurs en fait, qui ont sous-performé par rapport aux valeurs qui ont surperformé. On voit quand même, on finit le mois avec des surperformances massives des secteurs financiers, bancaires, de l'assurance, des télécoms, de l'énergie, et effectivement des moins 10 sur la techno. Si on prend le T4 2021, on avait quand même un re-rating très très fort de ces valeurs de croissance qualité. Donc l'exemple le plus marquant, c'est effectivement le secteur de la techno américaine, concentré sur quelques valeurs, où effectivement, le niveau de valorisation commençait à être assez élevé en relatif d'une partie de la cote qui était complètement décotée, qui n'intéressait personne.
et qui pourtant avait eu une dynamique de révision de bénéfices sur les derniers semestres, le deuxième semestre 2021, qui était finalement pas mal. Et les derniers résultats de ces boîtes value, cycliques, décotées, ce qu'on voudra, étaient très corrects. Mais le marché n'en tenait pas égard. Et sans parler de quelques mouvements d'habillage de bilan sur la toute fin décembre, on a fait plus 5% sur les 10 derniers jours de l'année quand même, en ligne droite, sans aucun... c'est un peu trop. Bon, sans chiffre macro, voilà. On peut se rassurer sur une chose, c'est que Omicron était effectivement un variant plus light, qu'on allait pouvoir sortir plus rapidement de cette pandémie. Bon, mais sinon, pour ce qui est du reste, c'était pas nécessairement de la nature à justifier cette accélération. Donc je pense qu'en tout cas, on a corrigé cet excès de fin d'année. Ça s'est fait à travers des pans de la cote qui, effectivement, étaient les plus spéculatifs. Le marché américain, le retail américain en état de capitulation. On a les compartiments SPAC, la tech non profitable, des pans entiers, le Bitcoin à 35 000 $. Donc, on a des pans entiers très spéculatifs qui corrigent. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une donnée nouvelle, mise à part un effet balancier, qui est cette fameuse hausse des taux réels et changement de pivot Fed et changement politique, qui a été le déclencheur. Voilà. Donc, je pense qu'on peut interpréter. À très court terme, on a commencé à avoir Microsoft, Apple, LVMH et d'autres. On avait un très très bon quatrième trimestre de croissance, on l'a dit, 7% aux US, ça sera le cas également en Europe. Donc je pense qu'on va avoir des bons résultats, des sociétés qui vont rassurer. Si on n'a pas, et ce qui a l'air d'être le cas à très court terme, une crise Ukraine-Russie qui dégénère, on a toutes les chances effectivement d'avoir soit un point d'entrée, soit une stabilisation, mais quelque chose d'un peu plus serein, étant donné que la Fed est derrière nous maintenant, à très court terme. Par contre, oui, je pense que le premier trimestre va être volatile, au gré des chiffres d'inflation, au gré des chiffres de croissance. Sur les chiffres de croissance, on peut décevoir du fait d'Omicron, clairement. La consommation va décevoir. Les chiffres d'inflation, on voit qu'avec la hausse des prix d'énergie, c'est pas pour tout de suite. Et on va avoir une Fed qui va continuer à être belliqueuse. Oui, elle ne va pas s'arrêter à cause d'un petit affaiblissement de la croissance américaine au premier trimestre. C'est pas ça qui la fera reculer. Je pense que dans le logiciel de la Fed, il y a encore potentiellement, c'est parce qu'elle souhaite, mais elle peut se le permettre, 5 à 10% de baisse des marchés actions US, d'une hausse des taux réels de encore 30-40 centimes, un élargissement des spreads de crédit, y compris high yield, c'est encore jouable. Donc le put est encore plus bas. Le put est plus bas. Donc on a pu ce put Fed. On va analyser. Bon, les résultats des boîtes peuvent rassurer, mais on va surtout anticiper et naviguer à vue. Pour autant, encore une fois, je pense que la réouverture de l'économie complète post-Omicron au printemps, l'essentiel du discours et de l'intégration par le marché de ce discours, ce qui est déjà en bonne partie de cas belliqueux de la Fed au premier trimestre, une réserve d'épargne très forte qui peut... Je pense qu'on peut avoir un très très bon deuxième trimestre de croissance, y compris aux US, et que ça peut être à nouveau un très bon point d'entrée en directionnel et une poursuite de la rotation qu'on a commencé à avoir. Pierre, si la Fed vise le resserrement des conditions financières, le marché n'a pas encore assez baissé. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Moi, je trouve que c'est très difficile de parler de marché uniformément, parce que moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans les marchés américains, c'est que on laisse exploser les valorisations et après, il y a un retour sur terre qui est très brutal, mais au moins, on a des mouvements et puis des points d'équilibre. Il y a de l'ampleur, quoi. Non, mais il y a de l'ampleur, mais en fait, l'ampleur, il est dramatique pour les sociétés qui... sont tirés par soit des flux, soit des espoirs. Et en fait, le principe de réalité, il suffit d'un petit élément déclencheur pour qu'un principe de réalité revienne. Et je trouve que dans le marché américain, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a, tout le monde le sait, plus de 50% des sociétés qui ont perdu 50% de leur valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on peut véritablement trouver des gérants qui expriment quelque chose et ils peuvent trouver finalement des sociétés qui n'en pâtissent pas de ces mouvements très forts. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans le marché américain, c'est qu'on n'hésite pas à miser fort, un peu comme du private equity, et puis si on a finalement une pépite qui explose, eh ben, ça va être formidable. Et donc le marché
américain, je trouve Cette qu'il phase-là que vous décrivez, elle est un peu passée. Enfin, jusqu'à la prochaine fois, j'en sais rien. Mais c'est ça qui est génial, c'est que finalement, on a changé d'époque. Je pense que le marché a véritablement bien intégré les réouvertures de l'économie. On est complètement... Enfin, le Covid, c'est fini, quoi. En tout cas, fini jusqu'à sauf si bien évidemment on a chose égale par ailleurs, etc. Oui. Mais en fait, les boîtes qui se sont valorisées sur des espoirs dus au Covid, en fait, la vie normale reprend et je trouve qu'on revient sur des fondamentaux très intéressants. Et c'est pour ça qu'on a des sociétés style Peloton qui ont perdu, je sais pas, Netflix, 80. Zoom, DocuSign, toutes ces boîtes-là. Voilà. Certaines d'entre elles ont quand même gagné des années de business à travers la pandémie. Bien sûr, mais je pense que Netflix, ce qui est intéressant, c'est que c'est simplement sur les anticipations du premier trimestre, notamment sur les gens qui vont souscrire l'abonnement, que ça a très fortement baissé. Mais enfin, ça a baissé d'une ampleur. Ouais. Mais on commence déjà à reprendre le chemin de la hausse sur Netflix. C'est vraiment pas le cas quand on veut faire du vélo d'appartement avec un coach virtuel. Là, je pense que le business model est un peu cassé. D'ailleurs, Peloton a arrêté la production de certains de ses vélos. Donc, on est... Donc c'est un marché assaini, en fait, là, que... En tout cas, c'est un marché... Moi, je pense que c'est un marché qui revient sur une autre dynamique. Et c'est ça qui est véritablement intéressant. On regarde aussi les valeurs de l'environnement. Les valeurs de l'environnement se sont fait massacrer en 2021. Et ça continue en 2022. Et justement... On va voir ce que va être le relais politique pour revivifier finalement une économie plus verte. Alors, on est en campagne présidentielle, on sent bien que c'est totalement inaudible, mais on espère avoir des plans à long terme. Tout ça pour dire que le Covid, au niveau américain, c'est complètement fini à mon avis. On repart sur des fondamentaux, sur des entreprises qui vont bien et qui vont mal. On sépare le bon grain de l'ivraie. Et je pense que ça va être une année très intéressante sur le plan de qui vont être les réels vainqueurs de cette crise et comment on va naviguer avec une hausse des taux qui finalement est inéluctable et qui va avoir suffisamment de pricing power pour passer ces hausses de taux dues à l'inflation au prix aux consommateurs. Et ça veut dire, là, en tant qu'intervenant de marché, il y a déjà des mouvements que vous mettez à profit qui sont intéressants pour construire, reconstruire ou commencer à construire des positions de moyen-long terme là, Alors, très honnêtement, on a fait ça en décembre. On a un peu revu les portefeuilles justement pour les remettre a priori d'équerre. On a été un peu pris à contre-pied par ces mouvements de marché, notamment en fonction des thématiques des fonds. Sur les taux, on va dire qu'on a bien vu le mouvement de hausse des taux. Sur les marchés actions, on reste quand même relativement croissance. Et c'est vrai que c'est pas ce qui est pour l'instant, c'est ce qui souffre un peu janvier. Plus. Bon, les résultats, effectivement, on l'a déjà un peu évoqué, mais est-ce qu'ils vont permettre de remettre un petit peu l'église au milieu du village ? Vous citiez tout à l'heure du Microsoft, du LVMH. C'est vrai que c'est des titres, c'est intéressant, parce que c'est des titres qui ont baissé d'un peu plus de 10% déjà au cours du mois de janvier, avant la publication de leurs résultats. Et les résultats ont permis à ces titres, alors, de rebondir, ou en tout cas d'arrêter quand même de baisser. D'installer une résilience. Une espèce de coussin, bien sûr. Je pense que ça permet quand même de limiter un excès de pessimisme ou alors un peu des ventes à découvert sur certains dossiers, parce qu'il y avait un peu qu'un style au mois de janvier. Donc, c'était un peu le sujet. Oui, mais je pense qu'on verra ça à peu près sur chaque saison de résultats, parce que si le marché doute de l'économie et de la croissance, ça permettra effectivement de valoriser le stock picking si on a bien vu les résultats. Et d'ailleurs, nous, pas plus tard qu'en fin de semaine, on a repris un certain nombre de dossiers sur quelques secteurs cycliques. On pense qu'en 2022, le scénario central reste un scénario de croissance économique. Effectivement, on peut discuter d'une demi-point entre 3,5 et 4, ou moins s'il y a un événement exogène. Oui, j'espère qu'on ne discutera que d'un demi-point d'écart, qu'on ne discutera pas de plus, parce que... non, mais entre 3,5 et 3,5, c'est un peu de la... je sais que le sentiment tourne vite quand on révise à la baisse en permanence. Vous aviez raison sur la dégradation de la dérivée seconde, mais on est peut-être allé un peu loin au mois de janvier, là-dessus. Et après, derrière, effectivement, on a quand même quelque chose qui est solide, c'est qu'après, l'investissement des entreprises reste extrêmement robuste. Et ça, on le voit. Donc, nous, on pense que
justement, ce qu'on a vu au mois de janvier nous a permis de revenir sur des dossiers sensibles à l'investissement des entreprises. Il y a bien sûr dans le domaine industriel, dans le domaine des chaînes de logistique, par exemple, avec une société comme Sigro qui fait des entrepôts et loue et met à disposition. Un dossier comme Adevinta aussi. Donc vous dites le redémarrage d'un cycle de CAPEX. Alors on verra, parce que pour les entreprises qui investissent, peut-être qu'à court terme, pour les marges, ça peut être compliqué, mais vous dites qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont devoir servir ces investissements. Ça nourrit la croissance. Ça nourrit la croissance future et on va le voir. Et en tout cas, les carnets de commandes, pour les sociétés qui sont sensibles et qui répondent à cette demande-là, du secteur privé, sont quand même très élevés. On est sur une dynamique qui est très forte. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse et c'est plutôt ce type d'entreprise, ce type de secteur qu'on favorise depuis le début de l'année. Dans les sujets du moment, alors il y a la politique, bien sûr, avec déjà une situation italienne et une situation portugaise aussi, ne l'oublions pas, éclaircie. Majorité absolue pour le Portugais António Costa, qui est Premier ministre depuis 2015. Le Portugal a été quand même une énorme recovery de la crise souveraine européenne, avec une grande stabilité politique et un pouvoir de centre-gauche socialiste qui est toujours en place aujourd'hui. Et puis la situation italienne, alors, est-ce que Mario Draghi, qui reste président du Conseil pour quelques trimestres, en admettant qu'il n'y ait pas d'autres secousses politiques, est-ce que c'est vraiment mieux que Mario Draghi qui serait devenu président de la République pour 7 ans, du point de vue du marché, j'entends, David? Je pense que le marché l'a bien perçu. Le spread Bund BTP s'est resserré d'une dizaine de BP. C'est la continuité. Mario Draghi, c'est un pro construction européenne. Il peut accompagner d'autres leaders. On verra en France qui gagnera l'élection présidentielle, mais si c'est effectivement un pro européen comme Macron, ça peut accompagner les plans de relance budgétaires qui sont massifs et qui bénéficient à ces économies du sud de l'Europe, Espagne, Portugal, Italie. La confiance des consommateurs, d'ailleurs, en Italie est à un plus haut historique. Je crois que la confiance des entrepreneurs aussi. Donc, ils bénéficient vraiment à plein de ces plans. Alors, il s'avère que le Mattarella, donc, qui est effectivement maintenu président, a fini par accepter, mais ce n'était pas le scénario central, quand même, clairement. Non, c'est un scénario, un statu quo par défaut. Un statu quo par défaut, voilà. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont laissé quelques plumes, dans la mesure où on a vu qu'il était quand même compliqué de se mettre d'accord. Il est possible que certains plans de réforme de Draghi en 2022-2023 soient un peu plus compliqués à faire passer. Donc voilà, à suivre. Mais globalement, non, c'est plutôt une bonne nouvelle pour. C'est globalement positif, mais il faut surveiller quand même. Derrière ce statu quo, vous dites qu'il y a peut-être quand même une petite fragilisation quand même. Est-ce que Draghi, l'équilibre politique toujours compliqué en Italie, mais qui tient pour l'instant. C'est ça. Enfin, en même temps, Matteo Salvini, je crois, n'a pas réussi à faire passer un président de droite, donc il a également perdu des plumes. Donc finalement, c'est une espèce de statu quo. On verra sur quoi ça va déboucher en termes de plan de relance, mais je pense que c'est quand même plutôt très, très positif. Cette dimension politique, alors je ne sais pas comment elle se traduit dans les marchés, et puis est-ce que pour l'Europe, ça reste ce sentiment de confiance qui tient aussi à la nature de certains leaders politiques? Je ne sais pas, est-ce que c'est un socle rassurant pour l'investisseur qui s'intéresserait à l'Europe, Pierre? C'est rassurant pour l'Europe. Ouais, sans plus. Non, mais c'est bizarre pour la construction européenne, c'est très bien. Mais, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr que la politique des États membres de la zone euro ou de l'Union européenne soit si importante. Problème, moi je me mets toujours à la place d'un Américain qui va investir en Europe, notamment boursièrement, c'est toujours compliqué. Parce que la conversation sur le pacte de stabilité, elle va être difficile, on le sait, entre l'Allemagne et d'autres. Il va falloir y retourner, quoi. Voilà, mais justement, je pense que c'est très compliqué pour un investisseur international de s'intéresser à une Europe à moitié construite, dont certains États ont une monnaie commune, mais pas de règles fiscales communes. Voilà, je pense que c'est compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très surprenant ce mois de janvier. On est beaucoup moins volatile que les États-Unis
Et ça reste pour moi, ça restera une énigme janvier 2022, parce que d'habitude, on est quand même les pays émergents émergés. Et là, cette fois-ci, on est moins volatile que les États-Unis. D'ailleurs, il y a des émergents relatifs qui ont très bien tenu. L'Asie et le Brésil ont très bien tenu, par exemple, au démarrage de cette année 2022. Et comme les marchés européens. J'aime bien. Je pense qu'il y a quand même des raisons fondamentales à la surperformance de l'Europe. Merci, David. Mais c'est pas les flux internationaux. Enfin, peut-être, mais... Alors, donc, effectivement, il ne faut pas oublier le retail américain, effectivement, hein, qui est très détenteur d'actions et qui a vendu massivement ses actions américaines. Oui. Vous pensez qu'ils sont venus acheter des actions européennes ? Et pas nécessairement actions européennes. Et je pense qu'on a quand même un mix croissance, plan budgétaire, politique centrale, banque centrale plus accommodante, qui est quand même plus... à court terme, plus lisible, mais sur les très grosses capitalisations, parce qu'on a vu que c'était pas vraiment le cas sur les small et mid. Bah tiens, à propos de small et mid, on en vient au dossier Orpea. Avec vous, Stéphane, parce qu'on se connaît depuis longtemps et puis on a connu, vous en tant qu'investisseur, moi en tant qu'observateur, commentateur, les grandes années d'Orpea au milieu de la décennie 2010 notamment. C'était une valeur darling, la croissance rentable, impeccable, exécution impeccable. Un positionnement sur un secteur démographiquement forcément en expansion. Alors, ça faisait déjà quelques années que c'était peut-être plus la darling que ça avait été. Néanmoins, ça restait quand même une valeur qui était visiblement trop bien notée encore sur le plan de l'ESG. En tout cas, une valeur dont on avait du mal à imaginer une controverse de l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. La réaction de marché est très forte, c'est sûr. Elle avait souffert pendant la période du Covid déjà, ce qui était logique, puisque les résidents, le business model a quand même été aussi mis à l'épreuve de la crise sanitaire. Mais les controverses, puisque vous faites allusion aux controverses du livre, c'est des controverses qui ne sont pas nouvelles sur le secteur, mais sur lesquelles on avait plutôt, jusqu'à présent, peut-être un aspect de phénomène isolé. Et un fait divers ne fait pas une généralité ou un système en cours. Mais nous, pour être tout à fait franc, on avait sorti la valeur Orpea de nos portefeuilles été 2021. Pas parce qu'on savait qu'un livre allait sortir et qu'on avait les preuves avancées, je n'irai pas sur ce terrain-là, mais tout simplement sur 3 facteurs qui, vous allez le voir, sont liés entre eux. Vous savez qu'on utilise l'information extra-financière comme... moyen de valider la qualité de l'entreprise. Et très clairement, dans la mise à jour du dossier Orpea, qui pourtant avait les taux de réponse les plus élevés dans nos questionnaires extra-financiers, des indicateurs chiffrés, des indicateurs qualitatifs. En quantité, il répondait à toutes vos questions. Oui, et en qualité, quand on regardait à l'intérieur, notamment dans les éléments sociaux, sur un secteur hautement sensible du point de vue social, avec des controverses toujours un peu permanentes, et puis une sensibilité peut-être accrue après le Covid sur certains sujets, on avait du mal, dans les réponses de l'entreprise, à pouvoir jauger de la dynamique d'amélioration, de progrès ou le suivi de problématiques de fidélisation du personnel, de conditions de travail, etc. Mais sans avoir forcément de perception spécifique et précise, avec donc une dégradation un peu du signal extra-financier qui nous amenait nous à nous questionner sur le statut qu'on avait donné à la valeur. On lui a du coup pas du tout accordé le meilleur statut possible, pour être franc, sur le secteur. Et puis en face, à côté de ça, en parallèle, pas en face, un risque de gouvernance identifié avec l'entrée du fonds canadien, probablement toujours historiquement à la recherche d'une performance, et un business model avec une stratégie de différenciation, c'est-à-dire on propose des services plutôt haut de gamme avec une valeur ajoutée, des pricing plus élevés, parce qu'il y a une valeur perçue par le client dans le positionnement, dans les prestations, etc. Et donc peut-être une antinomie possible entre les contraintes d'un business model, la recherche de rentabilité, et notamment, c'était le 3e point qui nous avait également gêné, sur le dossier, 1 milliard de capex qui avait été investi sur l'Amérique du Sud et pas de retour sur investissement en termes de revenus comme de profitabilité avant 2024. Donc malgré le beau profil de croissance, malgré une apparence extra-financière plutôt bonne, mais avec une dynamique
en dégradation d'après notre estimation. On avait décidé de se séparer du dossier. Ça avait été un débat. Donc je crois que ce qu'il faut retenir de ça, la notation, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous depuis des années là-dessus, ne fait pas tout. Il y a des signaux faibles. Dans ce cas précis, on a su l'interpréter et le mettre en œuvre et l'acter en termes de décision d'investissement. Je pense vraiment que le ESG sert à ça. C'est à nous d'essayer de bien suivre ces signaux quand ils apparaissent. Petit tour de table rapide, là, un ou quelques enseignements de l'affaire Orpea. Qu'est-ce que vous en retirez jusqu'à présent chez Mirova, David ? Alors, donc, effectivement, l'enquête est en cours, mais si les faits sont avérés, c'est absolument inacceptable. Donc, toute la question, c'est de savoir si c'est des pratiques généralisables à l'ensemble des EHPAD ou si ça concerne quelques endroits. Pour autant, donc nous, effectivement, certains portefeuilles sont investis dans Orpea, soit en actions, soit en obligations. Pour l'instant, c'est statu quo. On attend d'avoir plus de preuves, plus d'informations. On a investi, et on est encore investi dans Orpea, puisqu'on pense que, en tant qu'investisseur responsable, développement durable, les sujets de dépendance sont des sujets à traiter. Compte tenu de nos sociétés occidentales, on voit que ça passe par donc ce type d'établissement, contrairement à d'autres sociétés culturelles où les anciens sont pris en charge par les familles. Et c'est un fait avéré, c'est pas le cas dans nos sociétés. Donc il faut traiter et financer cette dépendance. Pour ce qui est du cas d'Orpea, effectivement, on est plus dans une problématique d'engagement à ce stade pour essayer de faire progresser les pratiques, voir dans quelle mesure il ne peut pas y avoir plus de contrôle, plus de réglementation, mais pas dans une optique, à ce stade, encore une fois, puisque l'enquête est en cours, de vendre de manière... Oui, de désinvestir totalement le dossier. La décision est encore... Après, je dirais que sinon, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'effectivement, ces sujets extra-financiers ressortent vraiment... Éclatent au grand jour, je dirais. Et deviennent un paramètre à part entière dans l'investissement de nos jours, quoi. Pierre, si vous avez un mot... Très rapide, on voit bien que ce n'est pas les comptes qui font les pets dans les portefeuilles, hein, c'est bien les critères extra-financiers, et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup à essayer de sourcer des métriques implacables sur ces données, et essayer d'entrevoir l'avenir. Bon. Le dossier Orpea, on n'a pas fini d'en parler, mais c'est vrai que c'est quand même la controverse majeure qui éclate au grand jour et qui met l'ESG un peu plus encore sur le devant de la scène. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché avec nous ce soir en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui du défi climatique et comment proposer des solutions d'investissement pour ses clients alignés sur les accords de Paris. Et je vous rappelle notamment cette trajectoire climat fortement recommandée par le GIEC, donc 2 degrés, voire 1,5. Si vous pouvez faire 1,5 degrés, c'est beaucoup mieux encore. Voilà ce que nous rapporte le GIEC dans ses derniers rapports. Nous en parlons avec Quentin Dumortier, associé fondateur et directeur des investissements d'Atlas Responsible Investors, à mes côtés en plateau. Quentin, bonsoir. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Je le disais, oui, parce que on entre, j'ai l'impression, dans une nouvelle phase un petit peu de l'investissement responsable, de l'investissement socialement et climatiquement responsable. Il y a eu beaucoup d'intentions, beaucoup d'annonces, beaucoup de marketing. Maintenant, il faut prouver qu'on est un investisseur responsable et efficace et qu'on est capable de proposer des solutions, des produits qui sont alignés donc sur ces fameux accords de Paris, cette trajectoire 1,5 fortement recommandée par le GIEC. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi, notamment à travers une stratégie intéressante que vous développez chez Atlas, qui est une stratégie long-short. L'idée, c'est d'avoir un long-short aligné, justement. Mais déjà, comment vous réfléchissez globalement à cette problématique du climat et comment vous réfléchissez justement à construire une solution qui corresponde aux attentes de vos clients qui cherchent à être alignés avec les accords de Paris?
C'est un vaste sujet, et c'est un sujet capital. Et effectivement, les enjeux climatiques sont au cœur de notre processus d'investissement chez Atlas. Et comme vous le disiez, aujourd'hui, le constat est clair. Tout le monde est au courant des trajectoires recommandées. Donc la trajectoire de Paris, le 1,5, le 2 degrés. On sait qu'on doit être net zéro carbone d'ici 2050. Et en revanche, le rapport du GIEC cet été nous montrait que nous n'étions pas du tout encore cette direction. Vous avez mentionné également, ce qui est très important à mon sens, qu'il ne faut pas dissocier le défi climatique du défi social. Au cours des 15-20 dernières années, plus de 50% des émissions proviennent de 10% les plus riches sur la planète. Donc aujourd'hui, on doit diminuer drastiquement les émissions tout en ayant une croissance des niveaux de vie inclusive avec les pays les moins développés. Donc il y a vraiment un enjeu social de taille qui s'accompagne du défi climatique. Donc quand on regarde tout ça, on voit qu'effectivement la responsabilité des citoyens est importante, celle des gouvernements, celle des acteurs économiques, donc bien sûr les entreprises, et aussi les investisseurs. Donc nous, à notre niveau d'investisseurs, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, 3 choses me viennent à l'esprit. Tout d'abord, investir dans les sociétés qui sont innovantes et qui permettent d'apporter des solutions concrètes à ces défis. Ou les sociétés qui sont un petit peu le fer de lance dans leur secteur pour amener des améliorations tangibles. La deuxième chose, c'est aussi, et je pense que c'est extrêmement important, c'est jouer notre rôle d'investisseur en tant qu'actionnaire engagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un monde où plus de 40% du capital des sociétés sont détenus par des fonds passifs, il faut redonner ces lettres de noblesse à l'actionnaire, à l'investisseur. Et en tant que détenteur du capital des sociétés dans lesquelles nous investissons, nous avons le devoir d'engager les équipes de direction et de nous assurer que les sociétés vont sur les trajectoires nécessaires. Ouais. Sachant, au passage, il y a quoi ? 10% des entreprises dans le monde, dans le MSCI, qui sont réellement alignées sur ces trajectoires 1,5 degrés. Hein. C'est Exactement. ça, pour donner un peu de... Exactement. Donc il y a moins de 10% des sociétés donc, du MSCI World qui sont en ligne avec cette fameuse trajectoire des accords de Paris, donc la trajectoire à 2 degrés pour 2100. Donc on voit d'emblée qu'il s'agit de réduire drastiquement l'univers d'investissement lorsqu'on veut offrir un portefeuille bas carbone. Ouais. Et alors il y a un enjeu de taille qui est également en fait un enjeu d'éveil des consciences et pédagogique vis-à-vis des épargnants. Parce que nombreux sont les épargnants qui souhaitent investir donc, dans des portefeuilles décarbonés, mais encore faut-il avoir une offre suffisamment bien déterminée, bien définie et expliquer ce dont il s'agit. Alors, très concrètement, lorsqu'on parle de défis climatiques, souvent, on a tendance à le réduire à l'énergie ou à la mobilité propre, donc à l'automobile. C'est un sujet beaucoup plus large. Et nous, typiquement, notre approche est d'avoir donc le défi climatique comme sujet global et transversal au sein de nos stratégies. Ouais. Alors pourquoi ? Parce qu'effectivement, par exemple, plus de 20% des émissions des gaz à effet de serre proviennent de l'agriculture. Donc il y a plus d'émissions qui proviennent de l'agriculture que du transport. Donc il faut bien garder ces idées en tête, notamment même dans des secteurs comme le numérique, qui est également très émetteur d'émissions. Donc une fois... Vous dites qu'il y a encore des secteurs qui ne sont pas sur le devant de la scène et pour autant qui sont des secteurs entre guillemets à problème ou qui génèrent là aussi du carbone en masse et pour lequel il va falloir... traiter ou apporter quand même des réponses, vous dites. Exactement. C'est vraiment un enjeu transversal. Ouais. Par exemple, on pense au thème on pense aux sociétés civiles, donc aux REITs, donc à l'immobilier. Oui, l'immobilier, bien sûr. Donc plus de 10% des émissions proviennent donc de l'immobilier. 70% des émissions proviennent des environnements urbains. Donc typiquement, les sociétés immobilières ont un rôle très important. Les sociétés cotées. Par exemple, l'année dernière, nous avons engagé avec un géant de l'immobilier allemand qui était très en retard en termes de politique climatique. Et donc, on les a aidés, on n'était pas les seuls, donc à vraiment mettre en place une politique beaucoup plus ambitieuse. Et c'est ce qu'ils ont fait l'été dernier. Ça, l'engagement, ça m'intéresse, on va en dire un mot, mais ça veut dire déjà... Avoir une approche responsable et se limiter à, je sais pas, à un producteur d'hydrogène vert et à un fabricant de voitures électriques...
déjà, ça peut présenter un risque de marché, on pourra en dire un mot, mais surtout, c'est pas du tout suffisant pour cocher la case de la finance responsable efficace qui va permettre justement à des industries et des entreprises de converger vers cette trajectoire 1.5. Absolument. Alors, s'il s'agit de parler d'un point de vue macro, global, d'atteindre ces objectifs, se concentrer sur le secteur de l'énergie et les renouvelables n'est pas suffisant. Avec l'effet supplémentaire, effectivement, lorsqu'on crée cette confusion, d'avoir énormément d'afflux de capital vers un nombre limité de sociétés qui favorisent l'émergence de bulles spéculatives qui vont avoir donc les effets qu'on connaît. On a vu le secteur des renouvelables donc, qui était en feu en 2020, qui s'est redégonflé en 2021. On retrouve aujourd'hui des niveaux de valorisation qui sont intéressants, mais effectivement, on s'aperçoit que... Oui, on est marqué par la volatilité récente, quoi, ce secteur. Tout à fait, et d'autant plus que... Alors là, on parle d'un secteur en particulier, mais cette volatilité, on la retrouve dans d'autres pépites, qui sont des boîtes donc, à forte croissance, qui, elles... Nous, on trouve beaucoup de ces sociétés. On a 3 types de sociétés en portefeuille. On a donc des sociétés un petit peu traditionnelles, donc qui sont les leaders dans leur secteur et qui tirent la transition vers le haut. Donc, on pourrait penser par exemple à des sociétés comme Schneider. Il y a aussi des sociétés qui sont plutôt des catalyseurs, donc des plus petites sociétés qui vont permettre aux grands groupes d'atteindre leurs objectifs. Donc là, vous pouvez trouver effectivement des énergies renouvelables ou dans l'automobile, dans la value chain du moteur à hydrogène, vous avez des sociétés. Et la 3e catégorie qui est assez intéressante, c'est les disrupteurs, donc des sociétés qui réinventent des business models qui sont donc sustainability native. Ouais. Et là, vous retrouvez des marketplaces digitales ou des sociétés donc, de substituts aux protéines animales. Donc on voit à quel point en fait le secteur est large. Et donc, ça nous permet, en même temps, en tant qu'investisseur, une fois que cet univers d'investissement est défini, de retrouver aussi des profils de risques et de retours qui sont intéressants. Ouais. La notion d'engagement, là, comment est-ce que vous allez vous confronter, justement, à la bataille pour le climat, j'entends, mais auprès des entreprises, auprès des managements, c'est une notion qui revient de plus en plus là chez les investisseurs responsables. Et j'aimerais qu'on explique un petit peu effectivement ce qu'il y a derrière cette notion d'engagement. On va aller regarder des entreprises qui ont un potentiel d'amélioration, qui ne sont pas celles qui sont à 1.5 aujourd'hui, mais qui peuvent le devenir avec des actes et un chemin concret. Exactement. Alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, tous les CEO vont avoir des engagements à 2050, des promesses qui n'engagent que les successeurs des successeurs de leurs successeurs. Alors, dans un univers d'investissement où le focus principal est généralement sur les prochains résultats trimestriels, la vision 2050, j'imagine que ça n'empêche pas nécessairement tous les CEO de dormir. En revanche, ils prennent tous ces engagements. Donc, nous, un rôle important, c'est de leur apporter notre conviction intime et des solutions en disant, mais non, en fait, les investisseurs, ils veulent que vous ayez une allocation du capital qui soit en ligne avec la taille de ce défi climatique. Donc on peut le voir très simplement, qui est l'allocation du capital financier, du capital humain à ces différents sujets. Et donc là, on est aidé bien sûr dans ces échanges avec les équipes dirigeantes, donc par des différents panels d'experts qui nous entourent, mais aussi par des organismes à but non lucratif, donc qui font énormément de travail. Donc aujourd'hui, dans le grand débat sur l'ESG, la data ESG en général, la data sur le E, elle est présente. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de données. Oui. Donc vous avez des organisations, des organismes comme le CDP, le Carbon Disclosure Project, ou SBTI, Science Based Target Initiative, qui valident les trajectoires des entreprises. Parce qu'encore une fois, il s'agit de voir quels sont les efforts à 1 an, 2 ans, 5 ans, pas seulement ce qui se passera en 2045 et 2050. On ne peut pas s'attendre à une révolution technologique qui permette de sortir du chapeau un miracle. C'est un pari trop risqué. Exactement. Ouais. Le CDP, qui est le même organisme qui nous dit qu'il y a, je sais pas, moins de 1% des fonds en matière de gestion collective qui sont alignés justement sur la trajectoire 1.5 aujourd'hui. Concrètement, comment ça prend forme dans un long short comme celui que vous développez, comme cette stratégie que vous développez, Quentin ? Et ben donc, très simplement, si vous voulez, nous, notre portefeuille est constitué autour de 11 objectifs d'investissement responsable qui sont en ligne
avec les objectifs de développement durable des Nations Unies et au centre desquels se retrouvent les enjeux climatiques. Donc, très simplement, sur ces thématiques, nous avons des screens ESG classiques et nous rajoutons un filtre climatique où nous ne sélectionnons que des sociétés qui sont alignées avec les accords de Paris. Ce qui ne veut pas dire que ça enlève l'importance de l'engagement, parce qu'en fait, il y a énormément d'améliorations nécessaires, même sur les sociétés qui font déjà les choses bien, mais c'est une première approche qui nous permet d'avoir déjà un univers qui est trié sur le volet. Ouais. Donc ça, sur les longs, et ensuite sur les shorts, donc nous prenons des positions contre les sociétés qui, elles, ne sont pas engagées de manière authentique dans la transition, des sociétés qui font traîner les choses dans des univers d'exclusion parce que leurs activités ne sont pas alignées avec nos objectifs d'investissement responsable, ou des sociétés qui sont en amont de controverses et qui se disent on verra plus tard, ça va passer. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on n'a plus le temps. Donc, je pense qu'en tant qu'investisseur responsable, parfois on explique shorter une drôle de démarche. Pour nous, on prend ça comme une démarche de lanceur d'alerte. On met un petit peu la pression aux équipes de direction et les gens prennent note, en fait. Et la patch short, elle est à quoi? Plus de 3 degrés, c'est ça ce qu'il faut comprendre? Alors, nous, dans notre portefeuille, les longs sont à 1,81 degrés, donc de manière équipondérée, et les shorts sont à 3,4 degrés. Ouais. Donc, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de travail à faire sur de gros compartiments du marché. Mais je pense qu'aujourd'hui, la data est là, la prise de conscience est lente, mais elle est présente. Et le fait que les investisseurs aient de plus en plus à rapporter sur ces métriques, avec notamment la taxonomie et ce que leur demandent un petit peu les différents labels, ça participe d'une dynamique qui est très saine. Merci beaucoup Quentin. Merci d'être venu évoquer pour nous l'alignement de la finance sur les accords de Paris et les trajectoires climat recommandées par le GIEC. Quentin Dumortier, associé fondateur d'Atlas Responsible Investors, avec nous ce soir dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse.